Fait penser à la formule d'Al Capone, que j'aime beaucoup. On peut obtenir beaucoup avec un sourire, mais encore plus avec un sourire et un revolver. Bon, avec Biden, il y aura peut-être le sourire, mais il y aura toujours la mitraillette. Le 20 janvier 2021, après l'une des élections les plus controversées de l'histoire du pays, Joe Biden devient officiellement le 46e président des États-Unis d'Amérique. Lors de son premier discours de politique étrangère, le nouveau président états-unien annonce un virage diplomatique par rapport aux années Trump. Changement de communication ou réelle rupture? Pour cette première émission, Pascal Gauchon répond à nos questions. Il s'agit d'une géopolitique qui a une longue histoire, justement, dont les tournants, la définition vient dès le début des États-Unis d'Amérique, mais qui a été redéfinie à partir de 1945 et à partir, surtout, donc, de la chute de l'URSS, donc à partir de 1991. Globalement, la politique américaine depuis 1945 vise à étendre à travers le monde le point de vue américain, défendre les intérêts américains, ce qui n'est pas une surprise, mais surtout à étendre une certaine vision du monde face au communisme autrefois, face à pas grand-chose aujourd'hui. Et les États-Unis restent, comme il était au départ, une terre missionnaire qui est persuadée d'avoir une vision des choses souhaitables pour le monde entier et qu'il faut étendre à travers le monde entier. Donc Biden s'inscrit dans cette tradition, il a ses originalités, il y a bien sûr aussi là-dedans cette position un peu d'hypocrisie parfois. Il n'empêche qu'il y a cette tradition missionnaire. Tout à fait frappant de voir que tous les présidents américains, tous, quand ils sont élus, Trump moins que les autres, mais tous les autres répètent en permanence que leur but est que les États-Unis guident le monde. D'ailleurs, j'avais noté une tribune en 2019 du nouveau secrétaire d'État, on aura peut-être l'occasion de parler, Blinken, faite avec Kagan, un des principaux intellectuels néoconservateurs, qui expliquait « Les États-Unis doivent conduire le monde ». La formule est claire, Biden est lui aussi persuadé que les États-Unis doivent conduire le monde. Pour les intérêts américains, ça va de soi, mais pour le bien du monde, encore plus, du moins, disent-ils et prétendent-ils. Alors, je voulais dire que pendant la période qui a suivi immédiatement la chute de l'URSS, on a pu parler d'une hyperpuissance américaine face à laquelle personne n'est capable de se dresser. Du coup, le problème des États-Unis, qui est assez drôle, a été d'alimenter l'idée qu'il y avait des ennemis. C'est ce qu'un géopoliticien connu, Conesa, a appelé la fabrique de l'ennemi. Quand on n'a pas d'ennemis, il faut en fabriquer. De ce point de vue-là, les islamistes ont été bien utiles et ça a permis de ressouder un peu le monde occidental autour des États-Unis. Demain, effectivement, peut-être que la Chine sera un nouveau problème. Pour l'instant, la Chine ne prétend pas avoir un modèle à développer à travers le monde face au modèle américain. C'est le modèle américain face à peu de choses pour l'instant. Alors en revanche, sur le plan géopolitique, l'hégémonisme américain peut être combattu effectivement par un certain nombre de puissances qui s'irritent de cet hégémonisme. Encore faut-il noter, c'est le but de la création de l'Organisation de coopération de Shanghai, encore faut-il noter que les grands pays de cet accord de coopération de Shanghai, la Chine, la Russie, l'Inde, ont des visions radicalement différentes. Donc ils sont unis face aux États-Unis, unis pour empêcher que l'hégémonisme américain aille trop loin, pas vraiment unis pour opposer aux États-Unis une autre vision du monde. Chacun voudrait peut-être conduire le monde, comme Blinken ou Kagan le réclament, mais pour l'instant, aucun ne semble capable de conduire le monde à la place des États-Unis. Trump estimait que les intérêts américains ne devaient plus être défendus par une intervention tous azimuts et par la volonté de répandre à travers le monde les valeurs américaines, de défendre une mission américaine. Il était beaucoup plus pragmatique. C'est pas qu'il voulait abandonner les intérêts américains, ça va de soi. Mais les intérêts américains devaient pour lui être défendus au coup par coup, principalement sur le plan économique, et par rapport à tout le monde, y compris par rapport aux alliés des États-Unis. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique chez Trump. Chez Biden, on revient à une conception plus intellectuelle, plus idéologique, selon laquelle l'intervention américaine dans le monde doit encore une fois se faire au nom d'une certaine mission,
un certain nombre de missions, de certaines valeurs. Alors rupture par rapport à Trump ou pas. La rupture, on la voit déjà très nettement en ce qui concerne certains aspects de la politique intérieure américaine. Mais c'est quand même très intéressant de voir que la grande rupture, les grands textes de rupture qu'a adopté Biden jusqu'à présent concernent l'immigration. Évidemment pour des raisons électorales, parce qu'il espère que les nouveaux migrants ou que les migrants anciens qui veulent faire venir de la famille et tout le reste seront reconnaissants aux démocrates d'avoir aboli les principales mesures de Trump qui visaient à limiter l'immigration. Ça, c'est clair et c'est net. À tout point de vue, c'est pas compliqué, il a, dans ses premières mesures, aboli tous les décrets de Trump dans ce domaine. En ce qui concerne la politique étrangère, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, parce qu'il y a un élément de continuité qui est indiscutable depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est la crainte de la Chine et la volonté de juguler l'émergence de la Chine. Trump avait beaucoup insisté là-dessus, à la fin de son mandat en particulier. Biden semble aller dans la même voie. De la même façon, et face à la Chine très largement, Biden ne semble pas vouloir rompre avec ce qu'on a pu qualifier de protectionnisme américain avec Trump. Il est tout à fait significatif qu'il ait relancé le Buy American Act de 1933, qui est une mesure typiquement protectionniste, que les Américains d'ailleurs ont toujours maintenue, en dépit de leurs déclarations libre-échangistes. Les Américains, c'est quand même les rois du « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Donc là, de ce point de vue-là, Biden est tout à fait dans une certaine logique américaine. Donc, en ce qui concerne la politique extérieure, je pense que ce sera plus compliqué. En ce qui concerne les gestes, il y aura évidemment un style différent. Biden sera probablement moins agressif en apparence que Trump. Maintenant, il ne faut pas non plus se tromper. Biden, c'est la suite d'Obama. Il remplit son administration avec des anciens de l'époque d'Obama. Or, il faut se souvenir que Obama, à l'égard des pays européens, n'a pas toujours été tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il avait des beaux discours, mais il faut se souvenir que dans ses mémoires, il explique qu'il n'avait pas vraiment ressenti grand-chose quand il avait été en Europe, qu'il s'était considéré comme étranger profondément à l'Europe. Il faut se souvenir que Obama et l'administration Obama a fait espionner les dirigeants européens et a écouté le téléphone personnel de Merkel, quand même un geste pas très amical en l'occurrence. Ça n'empêche pas Madame Merkel d'être tout à fait pour Biden. Elle devrait se souvenir quand même que, en l'occurrence, Obama n'avait pas été si tendre avec elle, que Obama avait refusé de s'excuser pour ce sujet et qu'il avait expliqué, formule que je cite de mémoire, mais qu'il avait expliqué en gros que les Américains avaient créé Internet, qu'il était donc bien normal que les Américains l'utilisent à leur avantage. Donc je cite de mémoire la formule d'Obama, mais c'est ce qu'elle veut dire, et en tout cas elle ne manifestait aucune contrition pour le fait d'avoir espionné les Alliés. Donc je pense que quand les Européens attendent de Biden un ton et un tour beaucoup plus favorable à leur égard qu'était celui de Trump, eh bien voilà, ils se font un peu des illusions. Alors le ton sera peut-être plus aimable, même probablement, sera plus cordial. Les Américains, pour faire plaisir à tout le monde, sont revenus dans les accords de Paris. C'est une façon de se distinguer de Trump, une façon de reconquérir le soutien d'une partie de l'opinion mondiale. Mais dans la pratique, ne vous y trompez pas, les Américains continueront à exploiter le gaz de schiste, ce qu'avait commencé Obama. D'une part, il y a justement la continuité avec Obama, et de ce point de vue-là, il y a une continuité Obama-Bush, Biden éventuellement demain, qui vient tout simplement du sentiment que les États-Unis n'ont plus la même puissance qu'autrefois, qu'ils ne peuvent plus se permettre la même chose, et Obama avait déjà commencé à désengager son pays d'Irak, ce qu'a prolongé évidemment Trump, et qui en plus a ajouté le désengagement en Afghanistan. Et Obama avait même commencé à désengager un peu en Afghanistan. De ce point de vue-là, il y a une continuité qui vient tout simplement d'un relatif sentiment d'impuissance. Enfin, on ne peut plus se permettre tout et n'importe quoi. En sens inverse, il est évident qu'avec Biden reviennent en force les néoconservateurs. Alors néoconservateurs qui n'ont jamais perdu totalement la main.
Trump n'a pas pu faire tout à fait ce qu'il voulait, justement parce que son administration était truffée de néoconservateurs, et en particulier quand en 2017 il décide de bombarder la Syrie à la suite d'une utilisation supposée de gaz de combat par l'armée syrienne. Bon, on le sait, c'est un bombardement pour rire, qui est tout à fait secondaire, mais qu'il fait à cause de la pression de ces néoconservateurs, ce qui prouve bien que Trump n'était pas non plus totalement libre. D'ailleurs, quel chef d'État est totalement libre ? N'était pas non plus totalement libre et devait tenir compte de son administration. Donc, il y avait aussi des néoconservateurs sous Trump. Mais là, les conservateurs reviennent très nettement en force avec Jean Blinker, dont je parlais tout à l'heure, qui est un néoconservateur, avec un personnage tout à fait intéressant, qui est Avril Haïmer, qui a été aussi dans l'administration Obama, qui là reçoit le poste extrêmement important de responsable de l'ensemble des services de renseignement. Or, il faut savoir que quand elle travaillait pour Obama, cette femme avait été surnommée par la presse Madame Super Drone. Donc c'est elle qui a poussé à l'utilisation des drones de combat, qui a été considérablement développée par Obama, beaucoup plus que par Bush. Obama a été le grand praticien de ces drones de combat, dont le but principal est de mener des opérations et des assassinats ciblés contre des adversaires des États-Unis. On voit que, de ce point de vue-là, la future administration américaine ne sera pas si pacifique que cela. On pourra faire de discours. Alors Obama, on le sait, a eu le prix Nobel de la paix, donc alors avant l'usage des drones en l'occurrence. Peut-être qu'après, on aurait hésité à lui donner le prix Nobel de la paix. Alors Trump a aussi utilisé des systèmes de drones, ou l'assassinat d'opposants, comme Soleimani, le leader iranien des opérations à l'étranger. Donc, de ce point de vue-là, il y aura continuité, mais à nouveau, ne pas s'y tromper, les États-Unis ne vont pas être plus gentils avec Biden, ils parleront peut-être plus doucement. Fait penser à la formule d'Al Capone, que j'aime beaucoup. On peut obtenir beaucoup avec un sourire, mais encore plus avec un sourire et un revolver. Et une mitraillette, d'ailleurs, pour être exact. Bon, avec Biden, il y aura peut-être le sourire, mais il y aura toujours la mitraillette. Alors, effectivement, de toute manière, démocrates, républicains sont d'accord. Le problème, c'est la Chine. Voilà. Alors, il y a chez les démocrates une hostilité plus grande que chez les républicains à Poutine, ou en tout cas que chez Trump. Pourquoi ? Parce que Poutine, c'est pas la démocratie incarnée comme le rêvent les démocrates américains. Donc il y a peut-être une hostilité plus grande, mais faut pas s'y tromper, le vrai rival, pour les démocrates comme pour les républicains, c'est la Chine. Alors que faire de la Russie ? Eh bien, pour Trump, il fallait ramener la Russie du côté des Américains. Il fallait cesser de la rejeter systématiquement dans le camp chinois. Il fallait réduire les sanctions, par exemple à l'égard de la Russie. Voilà. Il fallait renouer des relations avec la Russie pour empêcher qu'elle ne bascule complètement dans le camp chinois. Ça, c'est la position de Trump, pas de tous les républicains, mais c'était la position de Trump, ça reste probablement la position de Trump. Sauf qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Toujours à cause de son administration. Parce qu'au sein de son administration, il y avait des néoconservateurs, parce qu'il y avait évidemment les critiques sur l'aide supposée que lui avait apporté Poutine lors de l'élection de 2016. Donc, Trump ne pouvait pas aller très loin sur la voie du rapprochement avec Poutine. Il a tenté. Non, il a été obligé d'arrêter assez vite. Les démocrates, c'est beaucoup plus simple si on peut dire. C'est l'idée qu'il faut empêcher évidemment la Russie d'être un partenaire de la Chine, il faut empêcher qu'elle bascule du côté chinois, mais pour cela, il faut provoquer une révolution de couleur en Russie, il faut déstabiliser Poutine, il faut installer à la place des grands démocrates et surtout des grands pro-américains, et à ce moment-là, on pourra faire basculer la Russie contre la Chine, du côté américain contre la Chine. Voilà, donc la Russie n'est vue de toute manière, dans les deux cas, comme un supplétif éventuel des États-Unis face à la Chine. Supplétif avec lequel on se rabiboche, on s'allie, supplétif qu'on met au pas et qu'on force à évoluer, mais de toute manière supplétif. Je
pense que la France n'est pas le pays qui intéresse le plus les Américains en Europe. C'est évidemment l'Allemagne. Ceci à part, du côté français, il y a une volonté, comme Macron avait tenté au début de sa présidence d'établir des relations avec Trump pour être le partenaire privilégié de Trump, ce qui était un peu difficile après l'avoir quand même très fortement critiqué, par exemple en ce qui concerne la lutte contre l'environnement. On voit aujourd'hui que Macron fait des gestes en direction de Biden pour devenir l'interlocuteur privilégié des États-Unis en Europe. Est-ce qu'il réussira? Encore une fois, je ne suis pas persuadé, parce que les Américains n'attribuent pas à la France un rôle central en Europe. Est-ce qu'ils ont tort? C'est un autre problème.